Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre session live du Sursaut. Toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain, une personnalité politique engagée contre l'islamisme, les identitaires ou encore les récupérations populistes. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Fiametta Wener, Bonsoir. essayiste et politologue, qui a récemment écrit un livre sur Steve Bannon. Bonjour Bonjour. Fiametta. Alors, à 2 jours de l'investiture de Joe Biden, j'ai une question pour vous qui connaissez bien les États-Unis et qui venez d'ailleurs de publier donc, ce livre sur cette biographie en français de Steve Bannon, ancien stratège de la campagne de Donald Trump. Quel est aujourd'hui le regard que vous portez sur la démocratie américaine, notamment aussi dans le contexte des récents événements au Capitole, et d'où viennent les dangers selon vous? Déjà quelques semaines avant l'élection, les sondages montraient une Amérique qui était fracturée. Elle était presque résignée en octobre-novembre à l'usage de la violence à des fins politiques. La polarisation des débats donnait vraiment le sentiment d'un dialogue impossible entre les partisans de Donald Trump d'un côté et les partisans de Joe Biden. Et on avait déjà la sensation que la passation de pouvoir allait pas se faire de façon apaisée. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps déjà, quelques mois, mais on avait l'impression qu'il y avait un rejet massif de Donald Trump et il ne s'est pas vérifié dans les urnes. Ce décalage entre les positions d'une partie de l'électorat et les médias généralistes ont radicalisé une partie de l'électorat trumpiste qui ne demandait que ça, faire en sorte de lui donner raison quant à la trahison des clercs, de la trahison, des médias mainstream, la trahison de tous ceux qui disaient qu'ils étaient qu'une petite minorité. Et aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une partie non négligeable des électeurs républicains traditionnels, trouve que ce qui s'est passé au Capitole, c'est tout à fait normal. Ils auraient peut-être aimé y être aussi, mais que c'est normal vu que selon eux, l'élection ne s'est pas passée de façon, honnête. Mais quand on y pense, quand on voit que des miliciens armés qui cherchent à pendre un vice-président qui n'est pas, un gauchiste, ne les dérange pas, ça pose quand même des questions sur l'état du parti républicain, américain. Quand on voit que, certains tolèrent l'intrusion des Proud Boys, heu, au sein des seins, cela nous dit beaucoup sur l'état des forces, aux États-Unis. Les cadres des Proud Boys revendiquent quasi tous de devenir de plus en plus antisémites. Il y a quelques mois encore, être antisémite aux États-Unis était quelque chose d'absolument impensable, à part dans des groupuscules, pas uniquement de droite, mais dans vraiment des groupuscules qui n'avaient pas accès à la parole publique. Aujourd'hui, c'est normal, c'est mainstream d'une certaine manière. Non seulement ils sont antisémites, les Proud Boys, mais ils nous expliquaient il y a peu qu'en fait, ils ne se laisseraient pas dominer par les femmes et par les PD noirs. Donc on avait vraiment, sur un groupe politique donné, la totalité du spectre, de l'extrême droite américaine. À ça, il faut rajouter que depuis le 11 septembre, on a vu les fonds publics de dotation, aux agences, mais aussi aux grandes organisations qui étaient destinées à lutter contre le terrorisme intérieur, en fait, comprenaient le terrorisme blanc, parce que assez souvent, même quand il s'agit de terrorisme islamiste, qui est perpétré par des Américains musulmans, on dit que c'est un terrorisme extérieur. Donc là-dessus, on a une forte confusion. Tous ces fonds publics ont fondu comme de la neige au soleil. Il y a tous les ans, depuis presque 30 ans aux États-Unis, à peu près 200 000 délits qui sont attribués aux hate crimes de l'extrême droite. Et le FBI a du mal à suivre. Aujourd'hui, le FBI, dans ses enquêtes, se fie quasiment à Twitter pour essayer de retrouver les personnalités, les personnes qui se sont introduits au Capitole. Donc ça vous dit beaucoup de l'état de sécurité, de l'Amérique face à ce démon qu'elle combat depuis longtemps et qu'elle combattait plutôt bien jusqu'au début, des années 2000.
Merci, Fiametta. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Malheureusement, le format ne le permet pas. Donc, je passe tout de suite à la seconde question qui concerne cette fois-ci la France. Et donc, quels sont selon vous les dangers en France? Est-ce qu'ils sont comparables? Est-ce qu'ils sont très différents de ce que vous venez décrire par rapport aux États-Unis? Est-ce que ce sont les mêmes dangers, donc également l'extrême droite, ou il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres, mais il y a un public français qui a apprécié l'attaque du Capitole. Ils sont biberonnés par les réseaux QAnon, par les podcasts conservateurs, et ils se forgent une identité politique radicale qui était marginale avant les réseaux sociaux. On avait une extrême droite avec des tendances différentes. On avait des royalistes, on avait des catholiques traditionnalistes, on avait des populistes, des nostalgiques de la colonisation, des antisémites, des négationnistes, des néo-nazis. Mais en général, ils se parlaient peu et il fallait une personnalité forte comme celle de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen n'y est pas arrivée pour agréger tous ces groupuscules, tous ces groupes, toutes ces tendances en un vote populaire qui est quand même allé quasiment jusqu'à 20%. Mais en général, c'était assez compliqué de faire qu'un catholique traditionnaliste côtoie un néo-nazi. Ça se passait pas si bien que ça. Il fallait quand même tout un travail pour y arriver. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer en observant l'extrême droite française, c'est que le suprémacisme blanc et masculin devient plus populaire qu'il ne l'était il y a 20 ans, disons plus acceptable. Donc, vous dites grâce notamment aux différents réseaux sociaux, QAnon et d'autres. Notamment, oui, les podcasts conservateurs, ceux de Bannon, par exemple, mais aussi tous les réseaux, les groupes Telegram, les comptes Twitter qui sont suivis effectivement par de plus en plus de Français. Et enfin, donc ma dernière question, si vous aviez, donc c'est une question qu'on pose chaque semaine. Donc, si vous aviez 5 minutes avec chacun des présidents, donc Emmanuel Macron et Joe Biden, chacun vous reçoit 5 minutes et il vous pose la question suivante. Quelles sont les 2 choses nécessaires pour lutter contre les extrêmes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur répondez? La même chose qu'on fait quand on travaille sur quelque chose, penser contre soi-même, dans le renseignement et la prévention. C'est pas parce que vous avez un extrémisme plus visible qu'il faut cesser de documenter les autres. Pour donner un exemple qui fera hausser les épaules d'un certain nombre de vos éditeurs, en Israël, on a beaucoup sous-estimé les frères musulmans parce qu'on était plus inquiétés par le djihad. Ben, en France, le danger vient évidemment principalement de l'islam politique, mais l'extrême droite s'arme pour l'instant idéologiquement, mais pas seulement. Récemment, on a vu un monsieur qui était armé jusqu'aux dents et qui attendait la fin du monde. Aux États-Unis, le danger vient principalement de l'extrême droite, mais démocrates comme républicains n'ont pas les outils pour éviter la progression de l'islam politique qu'ils confondent malheureusement avec l'islam. Merci beaucoup, Fiametta, pour Merci Simone. ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.